Je pensais que Jack était un meshuggah, un fou, surtout lorsqu'il disait que le chanvre allait révolutionner le monde et le mouvement pour la réforme des lois anti-marijuana. Meshuggah, c'est un mot qui va bien à Jack. Rien ne prédisposait Jack Herer à devenir l'empereur du chanvre. Né en 1939 dans une famille juive très conservatrice de la classe moyenne, il grandit à Buffalo dans l'État de New York. Il y mène une vie normale et heureuse jusqu'à ce que son père meure d'une crise cardiaque à l'âge de 41 ans alors qu'il n'a que 14 ans. En l'espace de 3 ans, Jack le Boy Scout devient un lycéen en échec scolaire. Afin d'éviter de purger une peine de 2 semaines de prison pour avoir conduit de nuit avec un permis débutant, il s'engage dans l'armée à 17 ans. Il s'adapte très vite à sa nouvelle vie. Soldat enthousiaste, ses états de service dans la police militaire de la Corée d'après-guerre sont honorables. Au milieu des années 60, libéré de ses obligations militaires, il mène une vie bien rangée. Il a une femme, 3 enfants et une maison dans la vallée de San Fernando, en Californie. Et il enchaîne les postes de cadre supérieur. L'armée l'a rendu fier de son pays. C'est un républicain pur et dur. Il croit aux bonnes vieilles valeurs américaines. Et il soutient l'intervention de plus en plus importante des États-Unis au Vietnam. J'avais passé 3 ans dans l'armée. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien. Je pensais que les Américains étaient toujours les gentils, qu'on était les gens les plus vertueux de la planète. Jack est offusqué par les protestations des années 60. Il a une très mauvaise opinion de ceux qui militent contre la guerre. Je trouvais ça honteux pour des Américains. Par quel sortilège ces jeunes gens de bonne famille, jusque-là sages et bien propres sur eux, sont-ils devenus de détestables rebelles hippies? Aux yeux de Jack et de l'establishment, la marijuana doit y être pour quelque chose. Quand elle fait ses premières apparitions dans les rapports de police et les gros titres de la presse au tout début du XXe siècle, ce sont surtout les immigrés mexicains et les musiciens de jazz noirs qui en consomment. Elle ne fait quasiment pas parler d'elle jusqu'à ce que la classe moyenne blanche la découvre dans les années 60 et que des millions d'enfants du baby-boom se mettent à en fumer. Coïncidence ou non, ils commencent aussi à brûler la bannière étoilée, des bâtiments de l'armée et des ordres d'incorporation. Même les futurs leaders du monde libre y goûtent à l'époque. Jack déteste la marijuana parce qu'elle est associée à la contre-culture. Mais il a également des peurs profondes liées à un film de propagande de 1936, Reefer Madness. Dans leur lycée, il y avait ce type coiffé d'un feutre foncé. Il ressemblait à Vincent Price. Il était louche au possible. Et il faisait... Psst. Tiens, et c'est ça, c'est gratuit, petit. Et après ça, il se piquait à l'héroïne, il prenait de la coke, des drogues au nom exotique que je ne connaissais pas. Et j'étais sûr que ça allait m'arriver. La marée montante des bouleversements sociaux des années 60 finit par balayer la vie de Jack
et par en changer le cours. En 1967, sa femme et lui divorcent. Quelques années plus tard, sa nouvelle petite amie lui pose une question. Jack, t'as déjà fumé de la marijuana? J'ai répondu, bien sûr que non, jamais. Eh bien, je crois que tu devrais. J'ai ressenti des sensations dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Je lui ai demandé pourquoi c'était illégal. Elle ne savait pas. J'ai commencé à écouter ceux qui manifestaient contre la guerre du Vietnam. Et ce qu'ils disaient prenait tout son sens. Ils ne disaient pas « je veux pas me battre parce que je suis lâche », comme mon ignorance crasse d'avant me l'avait fait penser. La paix et la liberté deviennent des questions très importantes pour Jack, tout comme l'environnement. Mais à l'aube des années 70, le chemin qui va transformer ce républicain pur et dur en empereur du chanvre ne fait que commencer. La transformation de Jack s'accélère en 1973 lorsqu'il satisfait une vieille envie d'écrire. Avec un ami, il coécrit une petite bande dessinée sur la marijuana sobrement intitulée « Grass, l'herbe ». À sa grande surprise, Grass est un énorme succès underground et se vend à près de 35 000 exemplaires. Presque du jour au lendemain, Jack acquiert une réputation de spécialiste de la marijuana. Tout le monde croyait que je savais tout sur l'herbe, dans les moindres détails. Alors que si j'étais tombé sur un plant de marijuana dans un champ, je ne l'aurais pas reconnu. Come sit with me. Comme des millions d'Américains à cette époque, Jack ignore tout de l'histoire de la marijuana. Il ne sait pas que c'est en fait du chanvre, variété non toxique mais totalement illégale d'une plante ancienne appelée Cannabis sativa. Pourtant, la vente de son petit livre Grass le fait sortir de l'ombre, et bientôt des inconnus l'abordent avec des informations fascinantes. Il me disait « Monsieur Erreur, vous saviez qu'autrefois on faisait du papier avec la marijuana ?» Et un autre, « Avant ils fabriquaient leurs voiles de bateau et leurs vêtements avec la marijuana. » L'idée qu'elle avait d'autres usages, qu'on pouvait en faire du papier, du tissu, de la corde, de l'huile, des médicaments, cette idée n'était jamais venue à l'esprit de Jack. Et je peux vous dire que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Jack est stupéfait de découvrir à quel point l'histoire du chanvre est liée à celle de l'homme. Pendant plus de 10 000 ans, ça a incontestablement été notre plante la plus utile. Nos ancêtres dépendaient de sa fibre exceptionnellement solide, de sa pulpe riche en cellulose et de ses graines extrêmement nutritives. Tout au long de l'histoire, ils l'ont cultivée pour se nourrir, s'habiller, se chauffer et se soigner, ainsi que pour fabriquer des voiles, des cordes, des abris et du papier. Dans l'Amérique coloniale, le chanvre n'est pas seulement légal, il est aussi essentiel à la survie. Washington fait planter du chanvre à Mount Vernon au cours des années 1790, alors qu'il est président, pour essayer de créer une production américaine, afin de ne plus dépendre de l'Italie, de la Russie et de l'Angleterre pour s'approvisionner. On est au lendemain de la Révolution et les États-Unis essaient de ne pas dépendre de pays étrangers pour quelque produit que ce soit. Fort de ces nouvelles connaissances,
Jack se met en tête de rallier le mouvement de réforme des lois sur la marijuana. Mais à sa grande surprise, aucun militant ne le rejoint, pas même les plus actifs. On était nombreux à penser que Jack était peut-être trop axé sur le chanvre, alors que pour la plupart d'entre nous, on luttait surtout contre les arrestations de fumeurs. Et on voyait la question du chanvre comme secondaire. On n'était même pas sûr que ça intéresse qui que ce soit. Le message rebute les gens, tout comme celui qui le porte. Lorsqu'il a commencé à me parler du chanvre, j'étais très réticent parce que je pensais que c'était juste un prétexte pour légaliser la marijuana. Il avait tendance, dans son enthousiasme, à trop défendre le chanvre, et ce faisant, à nous mettre dans l'embarras. On craignait que ça nuise à notre crédibilité. Il se lançait dans de longs discours sur les mérites du chanvre et sur tout ce qu'il avait découvert. Je ne l'écoutais pas ou peu parce qu'il a tendance à s'enthousiasmer pour beaucoup de choses quand on le connaît. Je faisais partie de ces gens qu'il ne rappelait jamais. Il y a tout de même un homme qui accepte ces idées à l'époque. Un militant pro-marijuana dénommé Ed Adair et qui comprend ce que Jack veut dire. Adair, que tout le monde appelle Captain Ed, est propriétaire de 2 magasins populaires de Los Angeles. On m'avait dit qu'il avait vendu 12 exemplaires de grâce. Alors je suis allé me présenter. Il m'a regardé et m'a dit « Ils se sont vendus comme des petits pains. Vous êtes sûr que vous fumez de l'herbe ?» Parce que j'ai débarqué avec une veste en plastique blanc et un pantalon en polyester. Jack suit l'exemple de Captain Ed et troque son costume en polyester contre un jean et un t-shirt. Les 2 hommes deviennent inséparables. Et au fil des années, ils récoltent des centaines de milliers de signatures de soutien à diverses pétitions pour la légalisation du chanvre en Californie. On a juré de se battre pour la dépénalisation du cannabis jusqu'à ce qu'on meure, qu'il devienne légal ou qu'on ait 84 ans. On estimait que le fait que des gens soient en prison pour des histoires de cannabis, c'était une trop grande injustice et qu'on devait consacrer presque tout notre temps à essayer de changer ça. Un soir de 1974, Jack vit ce qu'il décrit comme une véritable révélation. Toutes ces nouvelles connaissances sur le cannabis se transforment soudainement en une vision unique. Le chanvre pourrait sauver le monde. Tout lui apparaît en un éclair. Au lieu d'utiliser du bois ou du pétrole, on pourrait presque tout fabriquer à base de chanvre. Il ne serait plus nécessaire d'abattre un seul arbre pour produire du papier. Un carburant propre pourrait être obtenu à partir de l'abondante biomasse du chanvre. Ce nouveau carburant servirait à alimenter les voitures, les usines, les centrales électriques et même à chauffer nos maisons. On pourrait cultiver du chanvre pour faire du tissu et du papier en n'utilisant qu'une infime partie des produits chimiques toxiques nécessaires à la transformation du coton et du bois. Il entrevoit un monde sans pollution, sans pluie acide, sans réchauffement planétaire et sans déforestation. Tout le monde pense alors que Jack a complètement perdu les pédales. Mes propres enfants me disaient « Papa, t'as passé les bornes. Tu te bats pour la légalisation de la marijuana depuis 3 ans et maintenant t'as passé les bornes. » Normal pensait la même chose. Que si on disait aux gens que le chanvre allait sauver le monde, plus personne n'adhérerait au mouvement, qu'il ne voudrait rien avoir à faire avec un barjot dans mon genre. En
Endurci et acharné, Jack ignore les critiques et ne désarme pas. À la fin de l'année 1979, Captain Head et lui ouvrent la première boutique de chanvre du pays. Un stand en plein air qui reste célèbre aujourd'hui encore et se trouve bien sûr sur la plage de Venice Beach en Californie. Du jour au lendemain, Jack devient une institution de la promenade. Il est le marchand de chanvre de Venise. Un évangéliste prêchant la bonne parole. Il veut sauver ce foutu monde et il parle du chanvre à tout le monde. Il emporte sur lui. Il ne peut pas acheter un hot dog sans faire du prosélytisme. Il n'arrête jamais. Un type comme ça fait penser à un marchand de tissus arménien du Lower East Side, vous savez. Il sort tout droit du Bowery. C'est un type de la classe ouvrière. Au début des années 80, le pays se prépare à la politique de tolérance zéro en matière de marijuana. Quant à Jack, il est sur le point de croiser la route du 40e président des États-Unis. En janvier 1981, devant un bâtiment fédéral de Los Angeles, à quelques jours de l'investiture du nouveau président, Jack et un petit groupe de militants mènent une campagne pour la dépénalisation du chanvre et de la marijuana. Et là, Reagan arrive. Le cortège de Ronald Reagan s'arrête devant le bâtiment. Le futur président doit se faire couper les cheveux avant son investiture. Selon des témoins, le grand communicant interroge le responsable des lieux. Au fait, ils manifestent pourquoi les Canadiens, là, dehors? Il pensait que sur le drapeau qu'on brandissait, c'était la feuille d'érable. Alors le responsable du bâtiment lui a dit « Ce ne sont pas des Canadiens, ce sont des manifestants pro-marijuana. » Reagan dit « Vous ne pouvez rien faire. On les a traînés en justice, mais ils ont gagné. Dans 5 jours, je serai en poste, je verrai ce que je peux faire. » Ce que fait Reagan, c'est qu'il procède à l'arrestation de Jack et de 5 autres pour avoir enfreint une obscure loi contre le sabotage datant de la guerre. Les autres manifestants payent une amende de $5 et sont mis en liberté surveillée. Jack se bat en refusant de payer l'amende et il perd. Son appel est rejeté. La Cour suprême des États-Unis refuse d'entendre l'affaire. Alors, le 14 juillet 1983, Jack se présente à la prison fédérale de Terminal Island, en Californie. Il y avait plein de braqueurs de banques dans la prison fédérale en 83. T'es là pourquoi? Je récoltais des signatures sur une propriété fédérale. Ils t'ont mis en prison pour ça? L'incarcération de Jack serait restée anecdotique si elle ne lui avait pas permis de trouver le temps et la solitude nécessaires pour commencer à écrire un autre livre. On n'avait pas la radio, ni la télé, pas de film, rien pour se distraire. Quelques types chantaient des gospels a cappella, mais c'était à peu près tout. J'ai su que le livre de Jack Herer allait devenir un grand classique de la culture underground dès la première édition. Les gens se sont dit, on peut cuisiner avec de l'huile de graines de chanvre, on peut la brûler dans une lampe, on peut faire des cordes, des cordages de parachute et des lacets pour les chaussures. La Constitution a été imprimée sur du papier de chanvre. Les gens ont adoré. En 1985, Jack publie L'Empereur est nu. Depuis, le livre est devenu un phénomène underground qui s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires dans le monde entier.
Aujourd'hui, il en est à sa 11e édition. Premier livre populaire de ce genre, L'Empereur est nu est à la fois un document scientifique, un reportage et une croisade. Il nous entraîne dans un voyage de la découverte, qui pose un regard caustique, sarcastique et souvent irrévérencieux sur l'histoire oubliée et le potentiel économique du chanvre. C'est un ouvrage de vulgarisation dont les pages regorgent d'articles, de documents historiques, de photos et de schémas. On y trouve aussi des textes de poètes, de philosophes et bien sûr de l'empereur lui-même. On y apprend que le cannabis peut avoir des milliers d'utilisations commerciales et thérapeutiques et qu'il a de tout temps occupé une part importante de notre héritage spirituel et culturel. On y découvre que la graine de chanvre pourrait redevenir la base de l'alimentation mondiale et que c'est la seule qui contient la quasi-totalité des éléments nutritifs nécessaires à la santé de l'homme. L'Empereur est nu expose dans les moindres détails les croyances chères à Jack. Tout d'abord que le carburant issu de la biomasse pourrait couvrir pratiquement tous les besoins de la planète, mettant ainsi un terme à notre dépendance aux carburants fossiles dont les réserves sont presque épuisées. Ensuite, que la destruction systématique de notre environnement pourrait être réduite de façon spectaculaire, voire stoppée net, si l'on utilisait le chanvre comme matière première pour la fibre, le carburant et le papier. Le livre présente le chanvre comme le salut de la planète. Et Jack offre $50 000 à quiconque lui prouvera le contraire. Jusqu'ici, personne ne s'y est risqué. Son essai nous entraîne également dans un voyage de l'étrange sur les origines curieuses de l'interdiction de la marijuana. Ce n'est qu'au XXe siècle que le chanvre est devenu une nouvelle drogue terrifiante. La plupart des Américains ne connaissaient pas le mot d'argot mexicain marijuana avant qu'il n'apparaisse dans les gros titres des journaux au début du siècle. Les récits d'épouvante sur la marijuana, de pure fiction, sont le fonds de commerce des journaux à sensation de William Randolph Hearst. Mais même certains journaux respectables colportent des histoires scandaleuses. Un article qui serait aujourd'hui relégué au tabloïd paraît dans le vénérable New York Times le 6 juillet 1927. Le quotidien rapporte qu'une mère mexicaine et ses 4 enfants ont perdu la tête à cause de la marijuana. Les voisins, alertés par des rires fous, auraient accouru et découvert la famille tout entière en proie à la démence. It is convinced that he is hopelessly and incurably insane, a condition caused by the drug marijuana to which he was addicted. It is recommended, Your Honor, that the defendant be placed in an institution for the criminally insane for the rest of his natural life. The next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. When driving down the road and the sheriff smells your load, you better make it to the woods if you can. La prohibition a nécessité un amendement de la Constitution. En revanche, pour interdire la marijuana, il a suffi d'adopter une seule loi fédérale, le Marijuana Tax Act de 1937. Le moteur derrière ce texte est Harry J. Anslinger, premier haut responsable de la lutte antidrogue aux États-Unis. You better make it to the woods if you can. If you can. Anslinger est l'expert cité comme témoin par le gouvernement en 1937 au cours de l'audience du Congrès sur la proposition de loi anti-marijuana. Pour prouver les méfaits de cette drogue, il verse au dossier les articles bidons du journal de Randolph Hearst qui dénoncent la violence, la folie et les morts prétendument causées par la marijuana.
En 1937, lorsque le Marijuana Tax Act a été adopté, il n'existait aucune donnée d'aucune sorte, et encore moins scientifique, sur la nocivité ou non de cette substance. On savait seulement qu'elle était utilisée par des gens dont on se méfiait et qu'elle était associée aux classes populaires. Lorsqu'on lit le compte-rendu de l'audience, on est frappé par le manque d'informations. Les députés demandaient « C'est quoi cette marijuana? Un stupéfiant ?» Et quelqu'un se levait et disait « C'est une nouvelle drogue extrêmement dangereuse. » En 1937, le Congrès ne savait rien du tout. Tout ce qu'il savait venait de ces histoires farfelues selon lesquelles les gens devenaient fous et tuaient sous l'influence de la marijuana. Cette loi est fondée sur des mensonges. Et il est scandaleux qu'on ait aujourd'hui encore des lois qui soient basées sur des mensonges. Malgré l'opposition de l'American Medical Association, le Congrès adopte la loi à l'unanimité après avoir débattu pendant au moins 90 secondes. Le président Franklin Roosevelt y appose sa signature le 3 août 1937. En théorie, la nouvelle loi n'interdit pas la marijuana ni le chanvre. Seul un amendement de la Constitution pourrait le faire. Mais en imposant des taxes prohibitives et des montagnes de paperasse, le gouvernement rend la culture, la transformation, la vente et une quelconque utilisation du chanvre pratiquement impossible. Techniquement, les agriculteurs peuvent continuer à cultiver des plantes comme celle-ci, à condition qu'elles n'aient ni feuilles ni fleurs. Cette loi est toujours en vigueur. Les vraies raisons de l'interdiction de la marijuana font toujours débat aujourd'hui, et certains spécialistes estiment que le racisme a joué un rôle. Quand les pauvres ou les immigrés en consomment, on a peur qu'ils se soulèvent, qu'ils volent, qu'ils prennent les femmes blanches. Alors, on interdit cette drogue à cause de nos peurs. D'autres pensent que Harry Anslinger était mu par l'ambition et la soif de pouvoir. Si la marijuana a été interdite, c'est en partie pour des questions d'avancement personnel. Harry Anslinger voulait devenir le J. Edgar Hoover de sa propre agence. Jack y voit des motivations encore plus sombres. Son livre parle d'un grand complot auquel seraient mêlés Harry Anslinger, le ministre des Finances Andrew Mellon et le groupe de chimie DuPont. Jusqu'à la guerre de sécession, le chanvre était la deuxième source de revenus agricoles du pays derrière le coton. Mais le coton pouvait être transformé par des machines, tandis que l'utilisation d'esclaves était la seule façon rentable de séparer les solides fibres du chanvre de la pulpe qui servait à la fabrication du papier. Après l'abolition de l'esclavage au lendemain de la guerre, l'industrie du chanvre décline. À la fin du XIXe siècle, les fabricants de papier sonnent le glas du chanvre lorsqu'ils passent à l'utilisation de la pulpe de bois. Ça revenait bien moins cher d'abattre une forêt que de payer de la main-d'œuvre pour transformer la fibre de chanvre en papier. Jack appuie sa théorie du complot sur des événements qui ont eu lieu en même temps que l'interdiction de la marijuana. Coïncidence numéro 1. Un immigré allemand invente une machine appelée la décortiqueuse. Ce nouvel appareil mécanique est sur le point de faire entrer le chanvre dans l'ère industrielle. Le magazine Popular Mechanics souligne les possibilités pour les agriculteurs et les entrepreneurs américains. L'article présente une machine capable pour la première fois de l'histoire de transformer le chanvre rapidement et à moindre coût. Coïncidence numéro 2. Dans les années 30, la compagnie DuPont élabore d'une part une méthode à base d'acide sulfurique pour transformer le bois en papier et invente d'autre part une nouvelle matière, le plastique. Le livre de Jack souligne qu'un retour du chanvre aurait fait peser une grave menace sur la stratégie pétrochimique de DuPont. Et enfin, il y a le financier millionnaire Andrew Mellon. Mellon était le patron d'Anslinger, l'oncle de sa femme et le banquier de DuPont. Coïncidence numéro 3, 4 et 5.
La crédibilité du livre connaît un prodigieux essor lorsque Jack découvre ce documentaire de 14 minutes. Il aurait été réalisé par le gouvernement américain 5 ans après l'adoption du Marijuana Tax Act. Son objectif est d'encourager les agriculteurs à cultiver le chanvre au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Long ago, when these ancient Grecian temples were new, hemp was already old in the service of mankind. For thousands of years even then, this plant had been grown for cordage and coarse cloth in China and elsewhere in the East. But now, with Philippine and East Indian sources of hemp in the hands of the Japanese, and shipment of jute from India curtailed, American hemp must meet the needs of our Army and Navy, as well as of our industries. In 1942, patriotic farmers, at the government's request, planted 36,000 acres of seed hemp, an increase of several thousand %. The goal for 1943 is 50,000 acres of seed hemp. For to grow hemp legally, you must have a federal registration and tax stamp. This is provided for in your contract. Ask your AAA committeeman or your county agent about it. Don't forget. Jack organise de nombreuses projections publiques de ce documentaire pour prouver le bien fondé de son discours. Il utilise également le film pour dénoncer les mensonges et l'hypocrisie du gouvernement. Mais il est abasourdi un jour de 1988 quand il reçoit l'appel d'un journaliste mettant en doute l'authenticité du document. Nous avons voulu vérifier l'information et nous n'avons trouvé personne pour corroborer votre histoire. On ignore si ce film a réellement été tourné. Vous dites qu'il a été fait par le gouvernement américain, mais s'il existait une quelconque preuve que le gouvernement l'ait vraiment fait, elle serait à la bibliothèque du Congrès ou au ministère de l'Agriculture. Or, elle n'y est pas. Sa réputation est en jeu. Jack et ses amis partent pour Washington. On était bien décidés à trouver les informations qui prouveraient que c'était un film fait par le gouvernement et non par Jack. Pour nous, ce n'était pas un travail de détective, mais une mission divine. Beaucoup d'autres ont déjà fouillé la bibliothèque du Congrès à la recherche de preuves de l'authenticité du film et n'en ont trouvé aucune. Au bout d'une journée d'efforts, Jack se heurte à la même déconvenue. Avant de laisser tomber, on a décidé d'essayer une dernière fois. Dans un vieux livre poussiéreux caché au milieu du fatras au fond de la bibliothèque, il trouve enfin ce qu'il cherche. Un document officiel de la bibliothèque du Congrès prouvant que le court-métrage a bien été fait par le ministère américain de l'Agriculture. Hemp for victory. En à peine quelques années, sous l'impulsion de militants et d'entrepreneurs inspirés par l'empereur Hennu, l'industrie du chanvre américaine est passée du petit stand de Jack sur la plage de Venice Beach à un marché de 100 millions de dollars par an. I was shopping for a suit the other day and walked into the department store. Stepped on the elevator and told the girl, dry goods flow. When I got off, a salesman come up to me. He said, now what can I do for you? I said, well, go in there and show me all in sport clothes, like you supposed to. He said, well, sure, come on in, buddy, and dig these fabrics we got laid out on the shelf. He said, pick yourself out one, try it on, stand in the mirror and dig yourself. L'information circule. Le chanvre apparaît sur des panneaux publicitaires, sur les devantures des magasins, partout. Dans les années 90, le chanvre commence à avoir la cote. Et Jack aussi. En 1994, la très conservatrice Drug Policy Foundation lui rend hommage à Washington. For showing the impact one individual can have on the lives of many others, Jack Herer is awarded the 1994 Robert C. Randall Award for achievement in the field of citizen action. Au dîner, l'empereur porte un costume de chanvre.
the same junk, falling in and out of a dream. Back and forth I'm swaying, I'm contemplating staying, laying. Mais la plus belle preuve de reconnaissance, c'est la récompense que lui remet en 1992 son vieil adversaire Norm Normoll pour l'ensemble de son œuvre. How do I calm myself at times like these? I need a simple kind of lovely, and the thought is just a novelty. Il est passé du statut d'ennemi à celui de prophète. C'était pour nous un enquiquineur jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il avait réellement découvert des informations très importantes, qui justifiaient que l'on rouvre le dossier de la marijuana et qui montraient qu'il était ridicule et injuste qu'elle soit illégale. Je pense que la place de Jack dans l'histoire du militantisme pour la dépénalisation est assurée par le simple fait qu'en dépit de toutes les critiques qu'il a essuyées, et même si tout le monde le prenait pour un fou, il a eu la ténacité et la témérité de continuer à se battre et à dire la vérité encore et encore. Parfois, il faut répéter la vérité plusieurs fois avant d'être entendu. L'Empereur est nu a eu un impact énorme dans ce pays. Il a fait prendre conscience à des millions d'Américains que les lois anti-marijuana sont injustes, qu'elles sont basées sur des mensonges, qu'elles sont de nature raciste et qu'il faut les réviser. Je ne connais personne qui ait eu un impact aussi fort que Jack. Ni Jack, ni aucun autre militant du mouvement pour la dépénalisation désormais usé et minoritaire n'a eu d'impact sur les lois antidrogue américaines. À la toute fin du XXe siècle, aussi incroyable que cela puisse paraître, les États-Unis étaient la seule nation industrialisée à continuer d'interdire la culture de cannabis sativa, obligeant l'industrie américaine du chanvre à importer l'intégralité de sa matière première. Selon le gouvernement, autoriser la culture du chanvre déconcerterait la police et serait mal interprété par les enfants. Drugs are every nation's problem, and every nation must act to fight them. We are determined to build the drug-free America and to join with others to combat drugs around the world. Let there be no doubt, this is ultimately a struggle for human freedom. Au cours des années 90, le gouvernement fédéral a intensifié son combat contre la marijuana et dépensé des sommes colossales pour un nombre record d'arrestations, la plupart pour simple détention de drogue. Depuis le début de l'interdiction en 1937, plus de 70 millions d'Américains ont essayé la marijuana au moins une fois. 11 millions d'entre eux ont été arrêtés. Avec un prisonnier sur 40 condamné pour consommation de marijuana, les États-Unis sont devenus le plus grand geôlier du monde. Aujourd'hui, certains États consacrent plus d'argent aux prisons qu'à l'éducation. Même la prohibition ne punissait pas les consommateurs d'alcool. Alors que, quand l'interdiction de la marijuana a vu le jour, elle visait directement les consommateurs, ce qui n'était pas le cas pour l'alcool. Ici aux États-Unis, ça représente 14 millions d'années d'emprisonnement, de liberté surveillée et de sursis depuis les années 30 pour la marijuana. 14 millions d'années. Je n'arrive même pas à calculer combien ça fait à raison de 25 ou 30 000 $ par an. Ça me met hors de moi. All available research has concluded that marijuana is dangerous to our health. Marijuana limits learning and memory perception and judgment and our ability to drive a car. La guerre contre la marijuana est aussi une guerre contre les malades et les mourants. Malgré l'approbation de projets de loi sur la légalisation de la marijuana à des fins médicales par la Californie et 5 autres États à la fin des années 90, le gouvernement ne veut toujours rien entendre.
Despite these initiatives, we want to make clear that federal law still applies, and federal officials will continue to apply the law, and DEA officials will review cases, as they have, to determine whether to revoke the registration of any physician who recommends or prescribes so-called Schedule I controlled substances. This is not a medical initiative, this is a legalization of drugs issue. En inscrivant la marijuana au tableau 1, le gouvernement dit qu'elle n'a pas d'utilité médicale, ce qui est faux, car ça fait 10 000 ans que toutes les cultures en font un usage thérapeutique. Quoi qu'en dise la législation américaine, le cannabis est depuis longtemps considéré comme un médicament efficace, sans danger et sans accoutumance. Pendant des milliers d'années, il a été prescrit par les plus grands médecins de leur temps. Il était utilisé pour la migraine, les douleurs chroniques et l'asthme, mais aussi pour l'accouchement, les spasmes musculaires et même la dépression. Aujourd'hui, il soulage également les patients souffrant de sclérose en plaques, d'un glaucome, du syndrome cachectique lié au VIH et de nausées provoquées par une chimiothérapie. Il est impossible de faire une overdose et de mourir, ce qui n'est pas vrai de l'alcool, de la nicotine, des barbituriques et de la morphine. Et c'est une substance que l'être humain peut utiliser pour différentes choses sans danger. Malgré cela, en 1998, dans des termes que n'aurait pas renié Harry Anslinger, les députés républicains adoptent une résolution faisant du cannabis une drogue dangereuse qui provoque la dépendance et n'a aucune utilité médicale. Ça leur est égal si c'est la seule substance qui peut soulager vos souffrances et vous permettre de vivre plus longtemps, de supporter vos chimiothérapies et d'avoir une relative qualité de vie. Ils choisissent de mener leur guerre contre la drogue en sachant pertinemment qu'ils privent des malades en fin de vie de ce soulagement. C'est inconcevable. On se demande, après une trentaine d'années d'informations très positives sur la marijuana, pourquoi cette guerre continue. Il y a au gouvernement, en particulier au niveau de l'application de la loi, des personnes qui ont peur de la culture associée à la marijuana. Ça remonte aux manifestations contre la guerre du Vietnam et pour les droits civiques, quand les gens essayaient de changer le gouvernement. On dit que la police ne s'intéresse pas particulièrement aux affaires de marijuana, mais c'est son gagne-pain. La guerre contre la drogue est soutenue en partie parce qu'elle a un establishment. Dès que je demande à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, il est dans l'aide aux toxicomanes, dans la prévention contre la toxicomanie, dans la sensibilisation à la toxicomanie. Il est policier, enquêteur infiltré, il construit des prisons, surveille des prisons. Parfois, je me dis qu'il n'y a plus personne aux États-Unis, à part quelques-uns d'entre nous, qui ne soit pas dans la lutte anti-drogue. Autrefois, on était le pays de la liberté. Aujourd'hui, on est le pays de l'urine. Il faut faire analyser son urine pour pouvoir être libre. Quelle connerie. Il vous suffit de prononcer le mot drogue pour pouvoir changer la Constitution et lui enlever tout son sens. Vous pouvez fouiller le domicile de quelqu'un sans raison valable, saisir ses biens sans raison valable. Vous pouvez briser la vie de quelqu'un et détruire des familles entières. Il parle des valeurs de la famille, mais combien de milliers de familles ont été détruites par ces lois inflexibles? Il n'existe aucun autre médicament, aucune autre drogue qui n'ait jamais tué personne. La marijuana n'a jamais tué personne, hormis ceux qui ont été descendus par des flics. Jack Herer. Have I pronounced it correctly, Jack? Herer. Herer. Okay. Jack Herer. Jack Herer. Jack Herer. Jack Herer. Mr. Jack Herer. We're gonna put on Jack Herer. Chanvre. Once again, and then tell me a story about this lovely
Malgré le culte que lui vouent certains, Jack n'est pas connu partout. Il ne vit pas non plus comme un empereur. Il utilise le produit des ventes de ses livres pour financer ses causes, pas son mode de vie. Chanvre. Lorsqu'il n'est pas sur la route pendant des semaines entières en train de militer pour le chanvre et la marijuana thérapeutique, Jack vit et travaille dans ce tout petit appartement à Van Nuys en Californie. Harry Anslinger. Jack est une icône culturelle. Il est probablement aussi connu que n'importe quelle personne qui a donné son opinion sur le sujet. Il est plus connu que tous ceux qui travaillent sur la question de la dépénalisation. C'est un personnage très positif. Incertaine est la couronne pour celui qui veut sauver le monde. Jack est entré dans le nouveau millénaire toujours endeuillé par la mort prématurée de Captain Ed Adair, qui a succombé à une leucémie en 1991 à l'âge de 51 ans. On se connaissait depuis 19 ans. C'était le meilleur ami qu'on puisse avoir. Il travaillait dur pour sauver la planète, pour vous, pour moi, pour ses enfants. Et il pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Notre idée à tous les deux, c'était de diffuser cette information en espérant qu'au bout d'un moment, on ait un groupe d'adeptes qui diffusent à leur tour cette information. Et on sait aujourd'hui qu'on a réussi. Malgré des problèmes de santé, Jack n'a aucune intention de lever le pied pour profiter de la vie avec sa compagne de longue date, Ginny Hawkins. Depuis la publication de la 11e édition de L'Empereur est nu, fin 1998, son emploi du temps est plus chargé que jamais et l'entraîne dans le monde entier pour délivrer son message. Mais Jack reste poursuivi par la dure réalité des lois. Malgré son incontestable potentiel comme alternative naturelle et renouvelable à un monde synthétique, en vertu de la loi, le chanvre ne peut toujours pas être cultivé aux États-Unis. Malgré le soutien grandissant du public et de la communauté scientifique, l'usage médical de la marijuana y est toujours illégal. Et malgré le coût élevé en termes financiers et humains, des millions de gens continuent à être arrêtés parce qu'ils sont en possession de la substance thérapeutique que nos ancêtres vénéraient. Voilà la réalité de la guerre que mènent les États-Unis contre une plante. Une guerre née du commerce et de la cupidité. Une guerre sans fin. C'est pourquoi le combat continue, encore et encore. Je ne sais pas si le chanvre sauvera le monde. En tout cas, c'est la seule chose qui puisse le faire. L'USS Constitution, surnommée l'Old Ironsides, a servi pendant la guerre de 1812. Les chariots de la conquête de l'Ouest étaient bâchés avec du chanvre.
L'USS Constitution comptait 60 tonnes de chanvre. Les voiles, les cordages, les drapeaux, les livres, les bibles, les cartes. Le mot canvas, la toile, et la prononciation hollandaise du mot cannabis. Le joint entre les bordages était fait avec de l'étoupe de chanvre. Les voiles étaient fabriquées à base de cannabis. Les bâches des chariots aussi. 5 hectares devaient être cultivés chaque année, rien que pour le chanvre. Il fallait 36 000 heures de main-d'œuvre pour faire les voiles et les cordages de ce navire chaque année. Et les roues étaient huilées avec de l'huile de graines de chanvre, parce qu'ils n'avaient pas de pétrole. Et on n'a pas fait mieux que l'huile de graines de chanvre. J'ai commencé à faire mon malin, mais gentiment. Et je lui ai demandé, « Vous savez en quoi étaient les voiles ?» Et il me répond, « En nylon. » Je dis, non, je parle pas d'il y a 20 ans ou 10 ans, mais de 1812. En quoi étaient les voiles? En nylon. C'était bien.